Que toute notre connaissance commence avec l'expérience, cela ne soulève aucun doute. Alors, une citation de Kant en intro d'un podcast, ce n'est pas ce qu'il y a de plus excitant, je vous l'accorde. Pourtant, cette citation est tout à fait pertinente par rapport à ce qu'on va se dire pendant l'heure qui va suivre, et même un peu plus. Bonjour, je m'appelle Simon Guillochon et vous êtes sur mon podcast, Le métier qui rentre. Ingénieur informatique depuis quelques années, j'ai eu la chance de rencontrer des profils de métiers fascinants, et je voulais partager ça avec vous. Que ce soit avec leurs mains, leur cerveau ou les deux, je vous emmène tous les 15 du mois à la rencontre de jeunes professionnels qui ont relevé l'immense défi de simplement se lancer dans leur projet. De leur parcours à leurs plus grosses galères, en passant par quelques anecdotes toutes plus mémorables les unes que les autres, je suis sûr que vous serez fascinés, inspirés et motivés par ce qu'ils vont vous raconter. Allez, c'est le moment de plonger dans le métier qui rentre, c'est le moment de vous lancer. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Tu verras dans mon podcast, j'ai la voix complètement cassée. Événement rugbystique oblige. Je suis ravi de t'avoir dans le podcast aujourd'hui. Comment tu te sens ? Comment ça va ? Bah ça va. Ouais, pas trop... Ouais, un peu stressé quand même. Pas trop intimidé par les gros micros ? Un petit peu. Cool. Bon, on va faire... je t'ai décrit un petit peu le processus déjà avant qu'on commence à enregistrer. On va d'abord rappeler rapidement ce que c'est, ton métier, parce que tu es artisan coiffeur, c'est oui. ça ? C'est comme ça qu'on dit ? Complètement. Donc tu vas rappeler rapidement en 2 mots en quoi ça consiste. Après tu vas avoir un peu de temps pour décrire ton parcours, comment t'es arrivé jusqu'à où tu es aujourd'hui, dans ton salon. On est dans ton salon, là on enregistre ici. C'est un chouette lieu d'ailleurs, un joli moment d'aparté. Merci. Après on ira avec un peu plus de détails dans ce que c'est que ton métier au quotidien. Puis après on ira dans les sections que j'aime bien du podcast, les difficultés que tu as rencontrées, le sentiment de réussite que tu as aujourd'hui, puis on finira par quelques questions légères. Est-ce que ça te va ? Ouais, parfait. Cool. Eh bien on va pouvoir commencer. Est-ce que tu peux me décrire donc en 2 mots, vraiment très simplement, en quoi consiste le métier d'artisan coiffeur ? Parce qu'on a l'air de le voir, ça a l'air assez évident comme ça. Ouais. Moi comme un des mortels qui me fait coiffer depuis que j'ai 4 ans je pense, ça a l'air assez évident, mais est-ce que tu peux le rappeler en 2 mots ? Alors, en 2 mots, mon métier, la coiffure du coup ? Ouais, ton métier, la coiffure. Alors, l'idée c'est de m'occuper des gens, de leur couper les cheveux, de les rendre beaux, mais au-delà de ça, il y a le côté humain. Pour moi, le coiffeur, artisan coiffeur, c'est vraiment le côté, on se tourne vers l'humain et on fait des prestats sur mesure en gros. Ok, donc tu prends le besoin de la personne. Exactement. Et tu vas interpréter le besoin de la personne beaucoup, parce que la coiffure en tant que telle n'est pas non, le en fait, cœur du métier, coiffer pour coiffer, c'est bien, mais vraiment la personnalisation, c'est vraiment le maître mot, on va dire, de mon métier. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Ok, chouette, très cool. Donc maintenant que tu m'as rappelé ce que c'était que ton métier, est-ce que tu vas pouvoir... On va revenir un peu sur ton parcours. Donc là, on va prendre... en général, les gens, ils prennent bien 45 minutes, 1 heure pour ça. C'est vraiment un gros parcours du podcast. Okay. On va partir avec toi du... Quand est-ce que tu as commencé à t'orienter vers ça, vers quelque chose qui ressemble à la coiffure ? C'est un métier d'artisanat. Ouais. Donc en général, on n'est pas trop associé aux études, lycée, etc. Est-ce que tu as un bac ? Est-ce que ça se passe ? Comment ça se passe ? Comment c'était arrivé déjà ? Alors comment ça m'est arrivé ? C'est simple, depuis toujours. Okay. Mais vraiment, ça peut paraître bateau cette phrase-là, depuis toujours. Okay. Mais en fait, voilà, j'ai toujours voulu faire ce métier-là. Mais okay. Je ne le savais pas spécialement au début. J'en ai pas eu tant que ça, figure-toi, dans le podcast pour l'instant, et j'en connais pas tant que ça des personnes qui ont toujours voulu faire le métier qu'elles font aujourd'hui. En fait, la complexité, c'est de savoir que tu veux le faire, mais comment le dire aux autres. Moi, quand je l'ai découvert, c'était en 3e. En 3e, mon père m'a mis un petit peu un ultimatum en me disant là, écoute, tu bosses pas à l'école, clairement, il faut que tu t'orientes vers le comment on appelle ça, le bac prof. Non, c'est pas le bac prof. C'est tu peux pas être dans le cursus scolaire normal, c'est d'accord, ouais. Pas dans le principal, tu vas... Tu n'es pas dans le droit chemin des gens qui ont fait sciences littéraires, économie, etc. D'accord. Donc il me dit, il faut absolument que tu trouves un métier manuel pour bosser. Il me dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Je te laisse 1 semaine pour réfléchir et tout ça. Tu me trouves 2 métiers. Et là, je lui dis, je sais en fait ce que je veux faire, je veux être coiffeuse. Et il m'a dit, non mais ça c'est un rêve de petite fille en fait. Tu veux être maîtresse, tu veux être chanteuse, tu veux être coiffeuse quoi. Du coup j'ai dit, ok. 2 jours après, il vient me voir, il me dit, bon alors t'as réfléchi ? Je fais, non mais ça n'a pas changé, je veux vraiment être coiffeuse.
Et il me dit, et le deuxième métier, je dis, coiffeuse ou assistante sociale. Il me dit, bon, écoute, tu feras un peu les deux, je pense, si t'es coiffeuse. Ok. Donc voilà, et de ce moment-là, en fait, on a commencé à se renseigner pour l'école de coiffure et tout ça, et je suis rentrée là-dedans, j'ai mis un pied dedans, et je savais que c'était le bon endroit, j'ai toujours aimé. Et à savoir que quand j'étais plus jeune, donc on avait une copine qui était coiffeuse et qui avait un salon de coiffure juste en bas de notre appartement. Et j'étais tous les étés chez elle. En fait, on me cherchait, j'étais dans le salon de coiffure. Ah, tu t'allais regarder juste, tu te posais et tu regardais et tu... Je mettais le peignoir aux clients, je balayais. En fait, j'aimais trop l'odeur, l'ambiance. Ok. À quel âge ça ? Ça a commencé à quel âge ça ? J'avais... 10 ans ? Ouais, même avant 8 ans, je crois. Ok. Ah ouais, donc ça t'est venu très très jeune. Ouais. Donc, ok, trop cool. Voilà. Donc depuis toujours, et donc à 15 ans, c'est ça à peu près ? Ouais. Fin du collège ? Troisième, ouais. Fin de troisième. Ultimatum, tu dis ok, je pars dans la coiffure, je veux être coiffeur. Alors, coiffeuse. Exactement. Donc c'était 2 mois avant le brevet des collèges. Et donc on va visiter l'école de coiffure, l'école privée, l'Académie de la coiffure, qui n'existe plus aujourd'hui. D'accord. Et donc là, je rencontre la directrice qui me dit c'est simple, si vous voulez intégrer notre école, nous on prend que des gens qui ont au moins minimum le brevet des collèges. Bon, là je me dis ça va être compliqué. Ah ouais, c'était dur scolairement, ça t'intéressait pas ? Je bossais pas, vraiment l'école. Moi si j'ai pas la carotte au bout, j'avance pas. Donc clairement c'était va falloir bosser quoi. Faut rattraper 4 ans de rien faire et d'oisiveté. Exactement. Donc là j'ai ouvert mes bouquins, donc improbable, et j'ai eu mon brevet des collèges. Et alors là je n'y croyais absolument pas, donc grande fierté. Et là j'ai intégré l'Académie de la coiffure du coup. Ok, comment tu l'intègres l'Académie de la coiffure ? C'est juste le brevet des collèges, dossier et motivation ? Et exactement, ouais, complètement. Et puis c'était une école privée, donc fallait la rémunérer. Voilà. Ouais. Donc ils demandaient quand même qu'on ait le niveau. Voilà, c'était un peu select entre guillemets. Ouais. Voilà. Et ok, donc sur dossier, et ça se passait comment ? T'étais tu vivais chez tes parents encore et tu y allais tous les jours ? Exactement. Donc moi j'habitais sur Pessac. Ok. Transport en commun tous les jours, et c'était donc à Bordeaux, à côté du Stade Chabon. Ok, donc pas très loin de Pessac quand même. Donc exactement. Ok, trop bien. Oui, Stade Chabon, j'étais hier soir où j'ai perdu ma voix. Ok, et c'est combien d'années cette école ? 2 ans. 2 ans de CAP, ouais. Ok, trop bien. Donc 2 ans, t'as de la pratique pendant ces 2 ans ou c'est uniquement de la théorie ? Non, t'as les deux, pratique, théorie. Donc tu continues quand même le cursus scolaire classique, donc maths, français, histoire, langue étrangère aussi, donc anglais, il me semble. Et je voudrais pas dire de bêtises, parce que... Il y a eu quand même d'autres diplômes après, donc il me semble que c'est ça quand même le CAP. Et à côté, tu fais de la pratique. Donc pour la première fois, tu vas apprendre à couper des cheveux. Donc t'as pas juste passé le balai et mis le peignoir. Pour la première fois, t'étais dans la pratique, quoi. Exactement. Donc t'avais à l'étage, à l'époque, c'était donc tout ce qui était cours théorique. Et donc aussi, t'as le côté apprendre aussi la coiffure, voilà. Et en bas, t'avais ce qu'on appelait le plateau, où tu recevais des clients qui venaient passer une matinée ou une après-midi pour se faire couper les cheveux, appliquer des couleurs, et c'est là-dessus Trop bien. Où on apprenait du coup. Trop cool. Donc ça pendant 2 ans. Et il y avait une fréquence de je vais en salon et je suis à l'école. Oui. C'était une alternance finalement. Oui, du coup, tu avais une petite alternance. Tu devais, pendant toutes tes vacances scolaires et tous les samedis, tu devais être en salon de coiffure. D'accord, le reste de la semaine, t'étais à l'école, mais par contre, tous les samedis, vacances scolaires, c'était... Exactement, enfin, vacances scolaires, je crois que c'était la moitié des vacances scolaires. Et okay. tu devais être en salon de coiffure pour voir ce qui se faisait. Donc, t'avais vraiment le côté théorique, en même temps le plateau où tu recevais des clients, et en même temps en salon où... T'as pas ressenti ce phénomène de le samedi, j'ai absolument envie d'exécuter ce que j'ai appris le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi? Si t'as envie, mais tu peux pas en vrai. Bah ouais. Tu peux pas parce que t'as un patron qui te dit quand même, tu fais quand même, entre guillemets, ce qu'on peut dire le sale boulot, mais c'est pas le sale boulot, t'apprends le vrai métier de coiffeuse, parce qu'on pense que la coiffure c'est c'est la mode, je coupe des cheveux. Non, c'est pas du tout ça. On s'imagine, en fait, il y a déjà le ménage à faire, donc ça c'est une plus grande partie, donc faut passer le balai, faut toujours que ce soit propre, faut que les gens, quand ils rentrent dans le salon, ils se disent ah super, et pas oh là là mais c'est sale. Donc ça c'est ce qu'on apprend en fait à la base. Donc tu plies les serviettes, la propreté, tu accueilles les clients, tu prends le peignoir, tu fais les shampoings. Alors ça, les shampoings, t'en fais à gogo. Et après, quand tu montes pas de blanche, tu commences à appliquer des couleurs. Ok, d'accord. Et mais il y a plein de techniques aussi, on pourrait revenir, parce que moi je suis un mec, donc par défaut, je ne connais pas grand chose à la coiffure, à part je viens, tu peux me faire un dégradé sur les côtés et couper un peu la longueur sur le dessus. Okay. À part ça, il n'y a pas énormément de techniques, mais finalement, ce que la majorité des mecs ne voient pas chez le coiffeur, c'est toutes ces techniques de coiffage. Ouais, complètement. On pourra revenir dessus, je pense, un peu plus tard. Pas de souci. Ça pourrait être intéressant. Ok, donc 2 ans de ton école. Ouais.
Et à la fin de ton école, tu fais... t'as quoi? T'as un diplôme? Ouais. T'as quelque chose? Après la formation, c'est diplôme et puis c'est parti, quoi. Exactement. Donc le diplôme, c'est pareil, tu as des critères à respecter. Tu dois avoir plusieurs modèles. Donc tes modèles, il faut que tu les trouves dès le début de l'année. Comme ça, tu sais à peu près... tu sais que tu les as pour ton examen, parce que ça, c'est quand même dur à trouver. Et il faut que tu t'entraînes en plus sur d'autres modèles que ces modèles-là. Parce que si tu leur coupes trop court les cheveux, à un moment donné, 2 mois après, ça pousse quand même... Il y a une fréquence de pousse quand même. Donc, puis tu peux pas faire un rouge si tu veux faire un blond 2 mois après, quoi. Non, c'est sûr, faut respecter un certain temps de naturel, quoi. Exactement. Donc au final, tu trouves tes modèles et tu t'entraînes donc à faire tout au long de l'année pendant ces 2 ans en fait. Tu t'entraînes à faire, donc tu as la coupe homme, donc faut être calé en coupe homme. Tu as une permanente 9 zones à faire. Donc 9 zones, c'est parce qu'il y a 9 zones sur la tête. T'as 9 points sur la tête sur lesquels tu dois couper. Tu dois rouler tes bigoudis bien comme il faut et tout ça. Donc ça, c'est vraiment le critère de base. C'est quoi les points dans les zones en question? Les 9 zones, t'en as bas de nuque, milieu et dessus, en fait, côté. Okay. Faudrait que je fasse un croquis. Bah ouais, bon. Parce que visuellement, on est à l'audio, donc c'est un peu compliqué. Voilà, c'est ça. Ok. Appliquer une couleur, savoir appliquer une couleur, et je crois qu'après... Et il y a la coupe femme aussi. Ok, la base de la coupe femme. Voilà, ça c'est pour le CAP. Voilà. Très cool. À la fin du CAP, donc tu commences dans un salon? Oui, donc après ton CAP, tu peux travailler en salon. T'as trouvé comment toi des salons? Tu changeais de salon pendant ton CAP d'ailleurs? Alors CAP, non, je suis restée dans le même salon. Ok. Et alors là... Tout le long, pendant... C'était le même que celui qui avait en bas de chez tes parents ou... Non, un autre. Alors là, c'est très drôle aussi, c'est grâce à mon père. Mon père avait son entreprise. Okay. Donc, il avait une cliente qui allait chez son coiffeur. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai décroché, on va dire, mon premier... Ouais, c'est pas les trucs le moins communs du monde comme métier non plus. Donc, ça doit être assez facile, finalement, de trouver, peut-être. Je pense que oui. Après, moi, j'ai eu de la chance. Tout de suite, ça s'est fait. C'est-à-dire que j'y suis allée, on s'est présenté avec mon père. Mon père m'a accompagnée. Parce que c'est quand même impressionnant de rencontrer quelqu'un. La première fois, puis t'as 16 ans, quoi. T'es pas... T'arrives, tu passes du collège, là, faut que tu présentes bien, donc voilà. Donc j'y suis allée avec mon père et ça a matché tout de suite. Donc, et puis en plus, c'était une grande chaîne, c'était Camille Alban. Donc Camille Alban, c'est quand même le groupe à 2 singes. C'est quand même haut de gamme, quoi. Une grosse boîte derrière, quoi. Voilà, là tu as une tenue vestimentaire, tu dois avoir le pantalon, le t-shirt, t'arrives, t'es taché, c'est pas possible. T'es pas coiffé, c'est pas possible, tu rentres chez toi. Donc il y a une certaine rigueur. Effectivement, ouais. Donc, mais ça j'adorais. J'aimais le côté un peu challenge. Ça t'allait, le côté un peu rigoureux. Parce qu'en général, à cet âge-là, on est assez rebelle, tu vois. On a un petit moment où on se dit, allez, fuck it. Ben moi j'avais tout approuvé à mes parents qui me payaient mon école. Donc au final... C'est combien l'école, tu peux le dire ou pas? Je sais plus à l'époque combien ils payaient. Mais aujourd'hui, ça existe encore ce genre d'école un peu payante, tu penses? Je sais même pas. J'ai aucune idée des tarifs aujourd'hui. Okay. Mais je sais qu'ils se saignaient un peu quand même pour me le payer. Donc mon père, il m'a dit clairement, je t'explique, là je te paye 1 année, me déçois pas. T'es dans le top 3, sinon ça sert à rien. D'accord, je suis arrivée premier trimestre, c'est ça. Premier trimestre, il voit que je suis 2e de la classe, il m'a dit, c'est quoi ça? Il me dit, je t'ai pas demandé d'être 2e. Tu m'as dit top 3. Non, mais je veux que tu sois première. Donc bon, après il avait raison, fallait que je monte pas de blanche, donc c'était ok. Donc c'est pour ça que j'avais un peu la pression, mais en même temps ça me convenait parce que voilà, c'est ce que je voulais. Enfin, j'étais bien, j'étais dans mon élément, quoi. Ok, on a fait un beau tour sur l'école déjà, je pense. Du coup, t'arrives à la fin, t'as trouvé comment un salon derrière? Déjà, du coup, je t'avais posé une question, mais t'as changé de salon pendant tes 2 ans? Alors, j'ai pas changé, mais par contre, j'ai passé mon BP après. T'as passé ton BP, c'est quoi le BP? Brevet professionnel. Ok, à la fin du CAP. Ouais, c'est 2 ans de plus. C'est 2 ans, tu fais 2 ans en plus des 2 ans. 2 ans en plus du brevet professionnel. Donc là, tu trouves un autre salon. Ok. Obligé de changer? Non, mais c'est mieux. Tu vois, mais c'est mieux, comme ça, tu vois autre chose aussi. Où est-ce que je suis allée? Ah, là, du coup, je suis allée... comment oublier? C'était mon mentor. Donc, j'ai travaillé... il m'a pris en alternance, du coup, c'était un indépendant. Ok. Et lui, il m'a tout appris. C'est-à-dire qu'en fait, tu sors du CAP, tu penses que tu sais couper les cheveux. Il m'a mis sur modèle, il m'a dit ok, on va tout reprendre. J'ai dit quoi? Il me dit non, mais tu sais pas couper les cheveux. Donc là, c'est dure réalité, mais t'encaisses. Et puis t'y vas, quoi. T'amènes des modèles, tu continues et c'est ok. Et là, voilà, comme c'était un indépendant, donc pas de groupe, pas de. Mais il y avait quand même une rigueur à avoir, on est d'accord. Il avait son salon? Ouais, il avait son salon et en fait, j'ai encore contact avec lui. Ok, vous discutez encore aussi? Ouais. Je suis même partie en vacances, il est parti à l'étranger, je suis partie en vacances chez lui. Enfin, vraiment une grande histoire. J'étais un peu comme sa petite sœur, je pense. Okay, il m'a pris vraiment sous son aile. Ah, c'est du vrai mentorat, quoi. Ah ouais. Et je l'adore et je sais qu'il m'a tout appris. Aujourd'hui, les coupes de cheveux, c'est lui, c'est sa base, c'est tout. Enfin, je lui dois tout, quoi.
Voilà, donc 2 ans en brevet professionnel. Et après le brevet professionnel, il y a le brevet de maîtrise. Donc le brevet professionnel, c'est pour s'installer. C'est pour pouvoir avoir son propre salon. Ok. Ça donne le droit d'ouvrir ton propre Exactement. salon et de pas simplement bosser pour quelqu'un. Exactement. Donc voilà, et après le brevet de maîtrise, donc là je voulais pas le faire parce que j'étais amoureuse à l'époque, premier amour, je voulais partir suivre mon compagnon qui était muté. Et donc celui qui me formait donc m'a dit tu devrais passer ton brevet de maîtrise, en plus j'aimerais te garder, donc allez on fait 2 ans de plus et tout ça. Bon bref, du coup je le fais, je lance la procédure et effectivement je suis prise. Là il faut faire un courrier. À l'époque le brevet de maîtrise, il fallait faire un courrier, lettre de motivation et tout ça. Pareil, c'était apparemment pris sur dossier. Ouais, c'est ça, pour montrer que t'étais vraiment motivé à le passer. Quoi. Voilà. Et puis en plus, ils venaient de refaire le brevet, c'était un BM3, ils appelaient ça, enfin ils l'avaient... il y a eu une réforme autour du ça. Voilà, donc on se lance là-dedans et j'apprends du coup que je suis prise. Et je reste à Bordeaux. Bon, ça tombe bien parce que ça s'est terminé avec... Avec le chéri. Ouais, on n'était pas fait pour être ensemble finalement. Donc comme quoi le destin, je crois beaucoup au destin. Et là, du coup, je me suis dit, clairement, c'est là où je dois aller. Ouais, c'est ma voie, quoi. Exact. Sauf que, grosse tuile, mon patron vend le salon. Il vend le salon et il s'en va. Et là, je me suis sentie abandonnée. Il m'a dit non, faut juste que tu voles de tes propres ailes. Donc ça a été un peu dur, mais du coup, je me suis accrochée. Et après, du mentoring un peu, ouais. Un peu musclé quand même. Ouais, franchement, mais c'était bien, c'était que des belles expériences parce que finalement, c'est ça qui a fait que ça m'a forgé aujourd'hui et ça m'a donné ma détermination d'aujourd'hui, quoi. Et ça, tu le faisais par quel organisme ? Parce que du coup, t'avais le CAP qui était dans l'Académie de la coiffure, c'est ça ? Oui. Après, t'avais ton BP ? BP aussi à l'Académie de la coiffure. Toujours dans l'Académie de la coiffure. Ouais. Et après le maîtrise, après c'était la chambre des métiers. Chambre des métiers ? Ouais. Qui t'avait derrière ça, ok. Exactement. Mais là par contre, pour le coup, la chose qui change, c'est que tu n'es plus en alternance, c'est-à-dire que là tu trouves un employeur qui te rémunère. C'est un vrai job, quoi. Mais je crois qu'au BP c'était comme ça aussi, j'étais aussi rémunérée. Donc en fait, à partir du BP, ça y est, t'as ton premier emploi en fait. Et, oui, tu peux être coiffeuse. Voilà, t'es en alternance et t'es rémunérée comme un coiffeur, quoi. Ok. Donc ça fait 6 ans finalement d'études. Ouais, 6 ans d'études. Pas mal quand même. Ouais. On sous-estime le métier de coiffure, mais finalement il y a quand même vachement d'études et d'apprentissage derrière. Exactement. Et le brevet de maîtrise, c'est un niveau bac+2 normalement. D'accord. Est-ce qu'ils l'ont changé, ça je sais pas trop, mais à l'époque on me disait brevet de maîtrise, bac+2. Okay. Donc j'étais hyper fière de dire que finalement en passant dans la filière professionnelle, que je pouvais obtenir un niveau bac+2. Moi j'étais trop contente. Évidemment. Trop cool. Mais du coup, donc 6 ans de formation. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu te dis j'ai plus besoin d'être formé ? Est-ce qu'à chaque fois tu avais ce moment de c'est bon, je sais, ah non en fait je sais pas, et de cette espèce de rupture, c'était comme tu me l'as un peu évoqué avec ton mentor quand il a dit faut tout reprendre. Ouais. Là c'était un moment marquant. Est-ce que tu as eu plusieurs moments comme ça au fur et à mesure de ta formation ou... Alors moi je suis une éternelle insatisfaite, c'est-à-dire que je pense que je ne suis jamais pas que je ne pense que je suis jamais au niveau, mais j'ai toujours besoin de me former parce que je veux toujours faire mieux, je veux toujours faire plus, je veux toujours aller plus loin. Et je me souviens en BP, je disais le jour où j'arriverai à couper les cheveux comme mon patron, mais là ça y est, je serai une pro de la coiffure. Mais sauf que ça, je l'ai jamais ressenti. Je me suis jamais dit ça y est, j'en suis là en fait. Même encore maintenant, je me dis j'ai encore à apprendre. Donc non, la formation, je trouve que c'est important. Et je mets un point d'honneur là-dessus, je suis tout le temps en train de partir en formation. T'es une illustration. Ah ouais, tu fais encore des formations aujourd'hui ? Ouais. Trop cool. Bon, on reviendra dessus après, ça m'intéresse. Mais du coup, t'es l'illustration même de c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin que tu fais pour y arriver. Ouais. Parce que finalement, à chaque fois, tu fais ton chemin et puis tu changes systématiquement. Parce qu'en fait, en faisant ce chemin, tu apprends des nouvelles choses et qui te font découvrir encore autre chose et qui vont te tracer ta route un peu différemment, quoi. Exactement. De toute façon, j'ai pas de plan de carrière. Je pensais que je ferais ci, que je ferais ça. Je voulais être prof, puis après, je voulais être formatrice. Puis, d'ailleurs, ça reste toujours dans un coin de ma tête. D'être formatrice ? Ouais. Okay. De transmettre son savoir-faire et de donner envie aux gens. J'ai tellement... ça c'est vraiment un truc en moi, j'ai tellement envie de dire mais non mais venez les gars en coiffure, c'est trop bien, vraiment. Alors il y a des mauvais côtés, entre guillemets, il y a des côtés moins bien dans tout métier, mais c'est tellement un métier qui est enrichissant. On se dit souvent j'ai été chez la coiffeuse, vous n'avez pas vite fait 10 minutes là pour me faire un 3-6-9 sur le côté, un dégradé du coup. Non, 10 minutes ça saurait si on peut faire ça. Alors, il y en a qui le font. Oui, mais si tu veux faire bien les choses de toute façon... toi, j'ai l'impression que tu veux pousser l'excellence dans ce que tu fais, quoi. Ah oui. Encore et toujours, c'est mon éducation. Mon père a fait les compagnonnages. L'excellence, c'est juste, toujours mieux, toujours plus, toujours... Rien sinon le meilleur, quoi. Ouais. Trop bien.
Est-ce qu'on peut... Il y a des choses que t'as pas dit encore sur ta partie formation. Est-ce que... Pas de la formation que tu fais actuellement. Je parle de toute la partie formation parce que je pourrais faire tout le podcast dessus. On pourrait faire tout le podcast 1h30 à dire telle formation, tel apprentissage, etc. Ouais. Mais à la fin de ton BM, du coup, ton brevet de maîtrise, comment ça se passe? Tu travailles déjà pour un salon, du coup? Oui. Et quand ton patron t'a dit vol de tes propres ailes, t'as trouvé comment d'ailleurs? Alors en fait, il a vendu à quelqu'un. Ok. Donc moi je suis restée dans le salon parce que j'avais un contrat du coup d'apprentissage, donc je suis restée jusqu'à la fin du contrat. Et après j'ai eu l'opportunité de travailler pour du low cost parce que l'idée c'était de voir tout ce qui se faisait dans mon métier. Toutes les branches du métier. Aussi bien haut de gamme, low cost, parce qu'il n'y a rien de pas intéressant finalement, on apprend partout. Il y en a beaucoup de low cost. Est-ce qu'il y a une vraie variété dans le low cost, dans l'offre low cost Ou en fait finalement ça se résume à 3-4 salons, 3-4 grosses enseignes? Non, il y a quand même des grosses enseignes, il y a quand même et puis il en faut de toute manière, il y a des des fois on n'a pas le temps, on n'a pas vraiment, je pense qu'il y a... On peut pas tous mettre le prix pour se... Et en termes de budget et en termes de temps, je pense qu'il en faut pour tout le monde. Évidemment. Il y en a qui ne portent pas forcément beaucoup d'intérêt à la coiffure ou quoi, ils se disent non mais moi ça me convient et c'est ok en fait, c'est vraiment chacun y met son curseur où il veut quoi. Ok. Donc, et après ça, du coup, je suis partie parce que ça me convenait pas spécialement avec... j'avais fini mon apprentissage et j'ai eu la chance, du coup, de pouvoir mettre un pied dans la formation. Être formatrice, tu veux dire? Ouais, donc je suis partie, exactement. Donc je suis partie... j'ai travaillé 4 jours par semaine dans un salon low cost et à côté de ça, je pouvais intervenir à l'Académie de la coiffure et passer de l'autre côté. Sauf que j'avais 20 ans. Il y a 20 ans, quand tu viens pour expliquer ton métier, on te regarde en mode mais t'as mon âge. T'as l'impression de tout savoir, mais en fait c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais. Donc compliqué parce que pas prendre les gens de haut ou quoi. Et puis à côté de ça, j'étais jury d'examen, donc je partais avec le président de jury. Des fois, on allait jusqu'à Périgueux. C'était trop bien, vraiment. Là, c'était une best life. J'ai adoré passer de l'autre côté. Mais toujours en restant droite dans ses bottes, c'est-à-dire que c'est pas parce que t'es jury que tu sais tout et que voilà, à un moment donné c'est vraiment être jurifié en ton âme et conscience quoi. Faut garder l'humilité de je n'ai que 20 ans et je ne sais pas tout finalement. Exactement, j'avais encore plein de choses à apprendre quoi, mais c'était super, j'ai adoré. Et tu gardes cette pareil, c'est une question sur laquelle je pourrais revenir plus tard, mais j'ai envie de la partir maintenant. Est-ce que t'arrives à garder encore cette humilité aujourd'hui par rapport à d'autres artisans coiffeurs que tu rencontres, avec qui tu bosses par rapport au niveau qu'on peut... Ouais, par rapport aux différents niveaux que tu peux avoir. Ah oui. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'on est tous... tout le monde aura toujours besoin de se faire couper les cheveux. Ouais, et ça fait partie des besoins essentiels. Ouais. Exactement. Donc, en fait, tout dépend. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et que tout le monde peut y trouver son compte. On est tous des collègues et c'est ça qu'aujourd'hui, j'aimerais que ça change. C'est d'arrêter de dire « Ah oui, mais lui, c'est mon concurrent, c'est machin. » Non, on peut être... on travaille ensemble, quoi. On peut travailler ensemble, en fait. On peut... voilà. Ok, tu ressens pas la concurrence dans ton métier aujourd'hui? Pas trop? De concurrents? Non. C'est des collègues finalement. Après si, on a toujours un peu peur. Je veux dire, il y a un salon qui s'ouvre à côté. Bien sûr que ça va me faire un peu peur parce que ça va... Mais en fait, c'est peut-être aussi le moyen de se challenger, de se dire, regarde, peut-être que t'es un peu trop bien dans tes baskets et que là... t'as un petit peu peur. Sors de ta zone de confort. Voilà, sors de ta zone de confort. Continue à faire ce que tu sais faire et continue à mettre des choses en place pour que ça soit bien, quoi. Donc non, franchement, il y a tellement de coiffeurs, on est tellement proches les uns les autres. Donc moi, je me suis implantée, je suis pas loin d'un salon de coiffure justement, mais en faisant mon étude de marché, je savais ce qu'elle faisait, et moi, ce que je proposais, voilà, c'était complètement différent de son concept à elle. Donc pour moi, c'était ok. Après... Voilà. On va revenir sur la partie entrepreneuriale. T'es la deuxième personne qui fait de l'entrepreneuriat dans les personnes que j'ai pu interviewer. Okay. Et c'est très chouette parce que du coup, il y a toujours des histoires assez incroyables à raconter. Complètement. Mais du coup, on a fait un joli tour sur la partie éducation, formation, j'imagine. Donc c'est vraiment apprendre auprès de personnes dans un secteur très varié aussi, dans différents salons, différents types d'offres tout à fait. Qui se font. On va partir sur ton métier un peu plus en précision. Ouais. Est-ce que tu peux me décrire avec un peu plus de précision ce que c'est que le métier de coiffeur, coiffeuse, artisan coiffeur, quelle que soit la nuance entre tout ça, mais... Alors artisan coiffeur, moi c'était vraiment pour mettre en avant ce côté artisanat. J'ai à cœur l'artisanat, d'où mon éducation et le fait que je trouve que nos métiers sont trop industrialisés maintenant. Une distinction d'excellence dans ce que tu fais, quoi. Ouais, bon, maintenant il faut vite couper, vite faire les choses, vite... donc au final, voilà. Et donc artisanat, c'était vraiment le côté qui me tenait à cœur. Et après,
La coiffure d'aujourd'hui, c'est quoi ? C'est encore personnalisation plus, service sur mesure. On coupe plus des cheveux pour couper des cheveux, quoi. Enfin, à mon sens. Oui, tu viens pas simplement couper les cheveux à la même personne. Non, je pense que les gens recherchent aujourd'hui une expérience. Et aujourd'hui, si j'ai ouvert mon salon de coiffure, c'est un appartement où tu retrouves quand même les pièces d'une maison ou d'un appartement. C'est-à-dire que là, tu as l'impression d'être dans une salle à manger. Là, tu as l'impression que c'est ma cuisine ouverte. Les bacs, ça pourrait être la salle de bain. Je mettrai le lien vers ton Instagram, donc je pense que les gens ils pourront regarder un petit peu tout ça. Ouais. Mais je regarderai. Les photos. J'ai pas envie d'aller trop sur l'entrepreneuriat maintenant. Là, j'ai envie vraiment de focaliser sur le métier. Donc ouais, tu as voulu focaliser sur l'excellence de ce que tu fais et de ce que tu cherches à faire aussi, de ce que tu cherches à avoir dans ce que tu pratiques tous les jours, quoi. Exact. En fait, l'idée, c'est vraiment ce côté expérience. Je viens vivre une expérience, je viens me faire coiffer pour être belle, mais aussi pour passer un moment. Et ce moment, je veux mon moment. On a des vies de dingue, on a la charge mentale, le stress permanent. Tu viens pour la détente, quoi. Exactement. En fait, mes clients, je veux juste qu'ils ressortent avec le sourire et se dire, ok, non seulement j'ai pris du temps pour moi et j'ai pris du temps de qualité, mais en plus de ça, je suis bien coiffée. Enfin, j'espère. C'est un petit bonus. Finalement, c'est qu'un bonus, quoi. Et c'est quoi les... Parce que là, du coup, t'es allé au-delà des techniques de base que t'as apprises. Oui. Est-ce qu'il y en a énormément ? Il y en a beaucoup des techniques. Tu peux en parler rapidement de... C'est quoi les techniques de coiffage qu'on doit apprendre de base ? Pourquoi on peut pas se couper les cheveux nous-mêmes ? Ou moi, je peux pas couper les cheveux à mon petit frère, par exemple. Intéressant. Parce que ça reste un métier. La question sous-jacente, c'est le provocateur. Mais c'est vrai que c'est compliqué de... Ouais, ça s'apprend vraiment. Pourquoi tu peux pas couper les cheveux ? Parce que... Comment pourrais-je répondre à cette question ? Je ne sais pas, tiens. Qu'est-ce qui m'empêche ? Tu vois, j'ai ma copine qui est venue te voir il y a pas très longtemps. Ouais. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, de lui faire à peu près la même chose que ce que toi, t'as pu lui faire l'expérience. Au-delà de toute l'expérience, ouais, évidemment. Ouais, parce que tu te formes, parce que tu continues. Enfin, je sais pas, comment tu pourrais... Parce que ça s'apprend, en fait. C'est vraiment... C'est quand même de la géométrie dans l'espace. Enfin, géométrie dans l'espace, faut que tu apprennes à savoir qu'est-ce que le cheveu il a besoin pour qu'il soit en forme. Enfin, on dit pas juste faites ça et puis c'est réglé. Et puis, oui, c'est pas juste couper 3 cheveux. Voilà, il y a vraiment une connaissance du cheveu en fait. Tu touches à la personne, quoi. Donc, il y a différents types de cheveux. Différents types de cheveux, même les produits. On a des connaissances qui sont énormes. Aujourd'hui, ça a tellement évolué qu'on a vraiment, on a besoin d'être formé. Aujourd'hui, tu te formes pas, tu coiffes pas, quoi. Non, parce que ça. Dans ta bouche, ça a l'air évident. Tel que tu en parles, vu que tu fais ça tout le temps, j'ai l'impression que tu ressens ça comme quelque chose d'évident. Mais j'arrive pas à l'expliquer. C'est vrai que... J'ai une petite question qui me reviendra sur le Covid plus tard, mais tu vois, pendant le Covid, vous étiez fermés. Tous les artisans coiffeurs ou coiffeurs étaient fermés. Et moi, j'ai vécu 1 mois et demi, 2 mois sans me couper les cheveux. Ouais. Et d'habitude, j'y vais toutes les 3 à 4 semaines, quoi. Et donc, j'ai pas mal vécu le truc, mais je me suis fait couper les cheveux par ma copine de l'époque. Et c'était pas très agréable. Enfin, c'était pas très agréable. J'étais pas satisfait du résultat. Et oui, bien sûr. Parce que ça m'allait pas, alors que finalement les techniques elles étaient pas si différentes que ça, quoi. Et oui, de toute façon, c'est un savoir-faire. Etc. Et dans ta bouche, ça a l'air hyper naturel, hyper simple. Oui, sauf que ça l'est pas du tout. Les différents types de cheveux, les différentes techniques que tu utilises. Pourquoi un dégradé que je viens faire chez toi n'est pas le même que quand je vais dans un autre coiffeur dans le centre de Bordeaux Je pense que c'est vraiment la formation. Je pense que c'est le fait de se former et de s'entraîner et d'avoir le coup de main. Enfin, je pense vraiment que ça vient de là, au final, que ce soit pas la différence qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que maintenant, je coupe des cheveux, ça me paraît tellement... Ça fait 20 ans que je fais ça, donc ça me paraît tellement normal, en fait. Ça fait du bien de prendre un peu de recul, des fois, sur ce que tu fais. Ouais, c'est vrai. En réalité. C'est vrai. C'est quoi les talents, les compétences qu'il faut le mot anglais c'est skills, mais j'essaie de traduire un maximum. C'est quoi les compétences qu'il faut pour être dans la coiffure ? Un jeune d'aujourd'hui qui se dit je veux faire de la coiffure, ou quelqu'un qui veut se reconvertir, ou peu importe, c'est quoi les compétences qui sont essentielles si tu veux faire ce genre de métier ? Déjà, il faut que tu aimes les gens. Clairement, il faut que tu aimes les gens et que tu aimes le contact humain. Sinon, ça sert à rien parce que tu feras ça pour... Tu prendras pas de plaisir, les gens vont t'énerver. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'humain, c'est compliqué. Donc il faut quand même écouter les gens, il faut savoir ce qu'ils ont besoin. Aujourd'hui, ils vont venir, ils vont me dire, je veux ça. Alors avec l'intelligence artificielle et tout ça, on nous montre des photos, on dit... Pareil, je reviendrai là-dessus. C'est mort. Ok. Donc les photos, tu vois, tout peut être retouché, tout peut être... En fait, il faut réussir à détecter, poser les bonnes questions et dire, ok, mais ça, après, c'est l'expérience. Mais je pense que si t'aimes, si t'es passionné, si t'as envie déjà... Et si tu aimes, si tu sais te remettre en question,
bah, c'est ok en fait. Il y a les compétences, t'as les skills nécessaires pour faire le métier, quoi. Ouais, tout Après, c'est que de la formation. En fait, c'est que de la formation et à un moment donné, il y a des choses où on met plus de temps. Il y a des choses où on va les rentrer tout de suite comme ça et d'autres pas du tout. Un exemple, la coupe courte par exemple. Moi, c'était ma bête noire. Je me disais, oh là là là, c'est pas possible. Et puis finalement, à force de regarder, donc d'observer et d'apprendre, parce qu'après c'est du par cœur, ben et maintenant j'adore. Maintenant, tu mets une coupe courte, c'est ok, je te le fais comme ça. Ouais, les yeux fermés, quoi. Mais presque. Vaut mieux pas, mais ouais, c'est ça. On va éviter. Ok, trop cool. Je vais faire un petit retour en arrière parce que j'ai une question à te poser après, mais je pense qu'on n'a pas abouti tout ton parcours. J'aimerais bien finir la partie parcours avant de partir vraiment sur le détail de ton métier, au-delà de ce qu'on a déjà dit. Petit retour en arrière, c'est... t'as parlé du salon low cost que t'avais fait. Ouais. Type low cost que t'avais fait pour la validation... Après la validation de ton bulletin de maîtrise, c'est ça ? Du CAP. Quand je passais mon brevet professionnel, Okay. j'étais dans un salon low cost. Donc ouais, après, low cost, pendant ton BM, t'étais dans un autre salon encore ? Ah non, je te raconte des bêtises, t'as raison. On l'a refait. Vas-y, t'inquiète. J'étais chez un indépendant en brevet professionnel et chez un salon low cost en brevet de maîtrise. Ouais, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. C'est bon. Ok, et donc t'as fait ton brevet de maîtrise dans un salon low cost pendant 2 ans, et à la fin des 2 ans, t'as encore changé de salon, j'imagine ? Oui, tout à fait. Après ça, je suis repartie en chaîne, en groupe. Donc j'ai travaillé pour Franck Provost. Ok. Et à Bordeaux toujours ? Le Bouscat, du coup. Le Bouscat ? Donc voilà, et donc là on est remonté, donc c'était compliqué, je suis passée de low cost à remonter un peu en gamme, mais c'était ok parce que j'avais déjà fait, mais ça m'a mis un gros challenge là parce que... Ouais, parce que du coup t'avais pris l'habitude un petit peu de la facilité peut-être ? Oui, peut-être, mais contente de revenir, et puis là du coup il y avait des formations aussi en interne, donc trop bien. Et du coup c'est quoi t'es resté combien de temps chez Franck Provost entre ça et aujourd'hui où t'as créé ton salon, quoi ? Je dirais, alors 2 ou 3 ans au Bouscat, et après j'ai changé, je suis allée au Franck Provost de Codéran, et je suis restée 2 années. Ok. Voilà. Très bien. Et après j'ai une moins bonne expérience, on va dire, au Franck Provost de Codéran, ce qui m'a amenée du coup à partir. Poser la réflexion de est-ce que je ferais pas ça moi-même, quoi. Ouais, alors c'est pas là où je me suis mis à mon compte, mais j'ai rencontré avec une cliente, on a monté un salon, enfin elle a monté un salon et elle m'a embauchée, et on a fait coiffure-massage. Ok. Et là on a commencé à faire un salon un peu plus intimiste, semi-intimiste on va dire. Et effectivement, donc là j'étais responsable du salon, et c'était une super expérience de passer de l'autre côté et du coup de gérer les stocks. Enfin voilà, j'avais plus de comment on appelle ça, de responsabilité. Et ouais, du coup c'est challengeant, et ça j'adore du coup. Ok, donc t'as fait Franck Provost Codéran, moins bonne expérience, on va dire. Donc après t'es parti, t'as monté le salon avec cette personne. Tout à fait. Ça a duré combien de temps, ça ? Ça a duré 5 ans, mais il y a eu le Covid entre-temps, j'ai eu ma petite fille, enfin voilà, on a eu un peu... Il y a eu pas mal de choses, quoi. Ouais, il y a eu pas mal de choses qui se sont faites, on a eu des petites mésaventures qui nous ont un petit peu déstabilisés, et au bout de 5 ans, ça s'est arrêté. Ok, mais fini. Fini. Ok, parce que pas assez d'argent pour continuer sur ce salon-là, parce que trop dur de gérer l'entreprise avec les problèmes du Covid, etc. Entre le Covid et tout ça, moi on a dû rester fermé. Moi j'étais en congé mat après, j'ai pas pu reprendre tout de suite parce qu'en plus les femmes enceintes étaient plus ou moins à risque, donc fallait faire hyper attention. Donc le combo de tout, on a relancé l'activité, il y avait du monde, mais je pense qu'il aurait peut-être fallu aussi revoir un peu notre concept. Fallait pivoter, comme on dit dans les startups. Réajuster des choses qu'on n'a pas pu faire. Après, peut-être que ça s'est essoufflé, que c'était comme ça aussi, que c'était le destin. Et donc voilà, donc ça s'est arrêté. On a arrêté un peu, ça s'est arrêté très rapidement du coup. Et ça a été hyper brutal. Ouais, bah oui, j'imagine du coup. Je l'ai un peu vécu, ça a été hyper... Enfin, je sais pas comment dire. Frustrant presque. Ouais, ça a été dur. Vraiment, ça a été dur. Et donc, j'ai appelé mon mari et je lui ai dit, tu sais quoi, c'est bon, là j'en ai marre, je vais monter mon salon. À un moment donné, c'est bon, je monte mon salon. Il m'a dit, ok, non mais tu vas voir. Mais il me dit, oui, mais je te crois, il n'y a pas de souci. Je sais pas ce que tu... Okay. Et en fait, en rentrant le soir, il m'a dit, c'est bon, tu vas... Je lui ai dit, bah écoute, je sais pas trop, on verra. Bon, voilà, là du coup... là tout de suite, voilà. Mais bon. J'étais sous le choc, en fait, je pense, de l'annonce. Ouais, bien sûr. Et au final, je sentais que j'étais dans la bonne direction, mais j'avais peur. J'étais tétanisée de me dire, waouh, j'avais dit que jamais de ma vie je me mettrais à mon compte. Bon, bah nous y voilà. Ok, pourquoi tu t'étais dit ça ? Qu'est-ce qui t'avait bloqué en me disant ça ? Parce que mon père entrepreneur, on a eu beaucoup de galères, et entre autres financières. Et c'est vrai que déjà, j'ai pas vu beaucoup mon père gamine.
Donc beaucoup de travail, problème d'argent. Tout ce que tu voulais pas pour ta fille, quoi. Oh ouais, je me suis dit non mais là c'est bon, maintenant j'ai une petite fille, c'est même pas la peine. Bon, au final, je me suis dit il faut quand même peut-être l'explorer parce que j'ai peut-être quelque chose qui m'attend. Et donc pendant 1 an et demi, j'ai monté... je me suis retrouvée donc du coup licenciée au chômage. Et donc j'avais, pendant 1 an, il y a un CSP, contrat de sécurisation professionnelle, où j'étais bien accompagnée par une pro qui m'a dit ok, vous voulez monter votre entreprise, alors attention. Et elle m'a tellement mise en garde, elle a été hyper bienveillante et du coup ça m'a un peu sécurisée. Quelqu'un qui te délivrait cette CSP là? Ouais, c'est Pôle emploi du coup, et vraiment elle expliquait l'entreprise. J'ai été bien conseillée, bien entourée. Elle m'a un petit peu tournée vers des gens, elle m'a fait lire des trucs, vraiment super. Et je me suis dit bon allez, explore, tu verras bien quoi. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire mon étude de marché. Et en fait, j'ai tout fait toute seule. C'est-à-dire que l'étude de marché, j'ai voulu le faire avec la chambre des métiers, mais finalement ça n'a pas abouti. Il y a un feeling je trouve avec les gens et bref, ça s'est pas forcément fait. Après, je l'ai fait avec quelqu'un que j'ai rémunéré, mais c'est pareil, ça n'a pas bon feeling. Pas bon feeling, et je me disais non mais là t'étais pas satisfaite du résultat. Il y a peut-être cette notion d'excellence que t'avais dans la coiffure déjà, que t'as retranscrit sur l'entrepreneuriat. Peut-être, mais après ça faisait hyper prétentieux, du style je me débrouillais toute seule. Bon, je me suis dit de toute façon c'est simple, à un moment donné ça le fait pas, je peux pas confier un bébé que je vais peut-être créer à quelqu'un avec qui je le sens pas quoi. Du coup je me suis lancée toute seule, je me suis renseignée, tout ça, j'ai fait mon étude de marché, j'ai discuté un peu, donc ça a pris 1 an et demi. Et quand j'ai commencé à sortir ce projet, on m'a dit mais t'es sûre, un appartement, machin, nanana, mais tu veux faire vivre une expérience, mais bon voilà, donc il y a eu tout un tas, mais les gens étaient bienveillants, hein, mais du coup oui, ça mais m'a le questionnement est effrayé pour toi presque. Ah ouais, bon, moi j'étais là, mais attends, vous croyez, tout ça va pas le faire, mais j'y croyais, je sentais que j'étais dans la bonne direction, mais j'arrivais pas à mettre les bons mots et expliquer aux gens jusqu'à que je me retrouve devant le banquier et que le banquier me dise ok d'accord. Mais du coup parlons chiffres, ok. Bon bref, et aujourd'hui j'en suis là, c'est que finalement c'est que le banquier a dit oui. Le banquier a dit ok quoi. Mais oui, c'était compliqué parce ça change en fait. Aujourd'hui un salon de coiffure c'est quoi? C'est une vitrine, c'est des postes de coiffage alignés et c'est la version classique. Donc quand on sort du cadre, ça n'a rien à voir avec ici, c'est sûr. On se dit ah mais attends, t'es sûr là que ça va marcher? Et en fait à Paris il y en a beaucoup. Et donc pendant ces 2 ans je me suis payé cette formation à Paris. J'ai été chez un coiffeur parisien qui s'appelle Carly. Et je pourrais mettre le lien dans la description de l'épisode sur Spotify si tu veux. Complètement. Et j'avais besoin de me challenger, de me dire mais en fait c'est pas grave, j'y vais, je sais que ce sera retour sur investissement. Si lui à Paris il fait ça, pourquoi à Bordeaux tu peux pas faire ça? Donc sans bien sûr le copier, hein, mais j'avais envie, puis en plus j'adore le balayage et tout ça, donc je voulais vraiment me spécialiser là-dedans. Dans le balayage, la technique de balayage. Technique de balayage, d'éclaircissement et tout ça. Et donc super belle rencontre, vraiment c'était génial. Même lui il m'a dit vas-y si t'y crois fonce, il dit il y en a plein qui te diront mais t'es sûr et tout ça, mais si toi t'y crois au fond de toi, vas-y. Il me dit et puis si ça marche pas tu feras autre chose. Je dis mais c'est vrai, il a raison après tout. Et donc c'est parti et après tout s'est enchaîné. Mais vraiment tout s'est enchaîné hyper vite, j'avais l'impression que tout était timé. Ouais, timé. Donc j'ai mis du temps à démarrer on va dire et après j'ai trouvé le local, ça s'est enchaîné, le nom. Tu savais que tu voulais t'implanter dans le coin là? J'avais fait mon étude de marché, j'avais 3 endroits où je voulais potentiellement m'implanter. Okay. Et je pensais absolument pas trouver au Bouscat. Donc je m'étais dit, c'est pas grave. En fait, j'ai trouvé au Bouscat. Non mais improbable. La chance. Et j'ai trouvé parce que... Il en faut un peu des fois. Mais ouais, c'est ça. Mais pourquoi? Parce qu'au lieu de chercher les annonces, moi je prenais ma voiture et je zonais partout où je voulais aller. Et avec ma voiture, et je regardais c'est à louer, je venais, j'appelais, j'étais sur le parking, j'étais allô, oui, du coup le local. Non, c'est pas dispo, d'accord. Et ça, je l'ai trouvé en me garant, mais n'importe comment à l'arrache devant. J'ai appelé, j'ai dit, je peux le visiter? Il m'a dit, non, c'est pas possible tout de suite. Bref, du coup, quelques jours après. Et ça s'est fait comme ça. Donc, comme quoi, en fait, c'est. Quand on y croit, faut y aller, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, tu t'es jamais fait arrêter par les flics en te disant vous avez un comportement un peu étrange, madame, vous tournez dans le quartier depuis 2 jours. Un peu suspect, madame, il va falloir sortir là. Non. Rentrez chez vous. Ok, trop cool. Et du coup, on arrive à ton salon que t'as créé, que t'as fait de tes petites mains en plus. Alors, du coup, Alors, mon mari. Évidemment, m'a bien aidé. Et heureusement, c'est un autodidacte. Donc, lui, il dit qu'il sait pas faire, mais il sait tout faire. Faut lui rendre hommage un petit peu quand même. Ouais, franchement, je lui dois tout parce qu'il a vraiment. Géré grave, quoi. Et donc lui il me dit il a besoin de voir les choses donc quand je lui ai déjà j'ai visité toute seule le local parce que je ne voulais absolument pas être influencée de quelque manière que ce soit par n'importe qui. Je voulais me faire ma propre avis et me dire fais-toi confiance.
Donc, premier jour, je visite toute seule. Deuxième, je lui dis, il faut qu'on fasse une contre-visite, tu viens. Il vient, il me dit, ah ouais, mais en fait, ce que tu m'expliquais, c'est exactement ce qui ressort de ce local. Et je dis, ok, je dis, par contre, il faut faire quelques petits travaux d'aménagement. Il me dit, ok, bah fais-moi un plan. Me voilà, moi qui connais rien aux ordinateurs, à télécharger un logiciel pour faire les plans 3D. J'ai passé 2 nuits blanches dessus, clairement. Jour et nuit, j'étais au taquet. Et lui, il veut absolument les plans cotés, il faut que ce soit carré. Et donc je lui ai tout sorti avec la déco et tout, je dis voilà, je veux ça. Il m'a dit ah ouais, ok, bon, on va faire une liste. Et là il a commencé à énumérer et tout ça, et c'est parti comme ça. Et en fait quand je regarde les plans que j'ai fait initialement et aujourd'hui, mais c'est copier-coller. C'est la même chose à quelques déco près, mais par contre l'ouverture, la verrière, tout était comme ça. Et même pour la petite anecdote, les bacs, bref, je lui dis non mais les bacs t'inquiète pas. Les bacs pour faire les shampoings. Pour faire les shampoings, pardon, ouais. On a un tumulus à camoufler, je lui ai dit non mais 2 contreplaqués, t'inquiète, on met une tapisserie, c'est réglé quoi. Ok, sauf qu'entre temps je change d'avis. Et je lui dis bon en fait j'ai vu autre chose mais bon je sais pas trop, tiens regarde. Et je lui montre les esprits un peu Cap Ferré des clôtures et tout ça et je lui dis bah tiens je veux ça. Il me regarde, il me fait t'es sérieuse? Oui. Il me dit non mais là c'est pas 2 contreplaqués là, il me dit c'est un week-end de travail. Je fais non mais t'inquiète, je gère. Bon bref, on s'est fait la gueule tout le week-end parce que lui, il était un peu déçu de avoir un peu plus de travail que prévu en fait. En fait, il s'est mis la pression, il voulait tellement que ce soit parfait qu'en fait il s'est dit mais attends, mais si c'est pas parfait, alors que moi je m'en fichais que ce soit parfait ou pas parfait, le tout c'est que voilà, ça qui est l'esprit en fait. Ce qui par rapport à ce que tu me dis depuis le début du podcast est assez curieux d'ailleurs. Ouais, mais parce que je voulais pas lui mettre la pression. Je savais que ça allait être parfait. Il y a que lui qui en doutait que ça allait pas être parfait. Mais toi t'avais confiance complètement. Mais je le savais, on a fait une maison ensemble, enfin je savais que ça allait être parfait. Donc et c'est parfait, donc je suis ravie. Ouais, c'est vrai que c'est un très joli salon. Merci. Tout à fait. Très bien agencé. Trop bien. Et je vois Kevin Murphy là derrière moi. Ouais. On en reparlera un peu après aussi au niveau des partenariats. Là, j'ai juste envie de venir sur un truc, c'est ta charge de travail au quotidien. Ah. On en parle, on a souvent l'impression que c'est difficile de trouver des rendez-vous ou de ce genre de choses quand tu es dans un salon qui est un peu plus haut de gamme. C'est vrai que toi, moi je t'ai rencontré, je suis venu la première fois, tu venais d'ouvrir. C'est vrai. Donc j'ai eu cette chance d'avoir le début de ton aventure ici et franchement, je continue de venir donc ça se passe bien. Merci. Mais comment tu gères ta charge de travail au quotidien? Comment tu gères tes rendez-vous? C'est quoi tes horaires, ta planche horaire en fait de nombre de personnes que tu vois dans la journée? Alors, déjà mon amplitude horaire sur le papier... elle est telle que... Il y a la différence sur le papier et dans la réalité, quoi. Ouais, tu peux rajouter 2 heures à chaque fois. Okay. Non, j'exagère, mais en gros, t'as 1 heure de pause que tu n'as jamais. Mais enfin, bon, c'est ok, quoi. Et il y a toute la mise en place. Au-delà du travail, au-delà de ton métier, de la coiffure, t'as tout le reste, c'est-à-dire toute l'organisation, tout le nettoyage, tous les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, t'es obligé d'avoir les réseaux sociaux, mais c'est énormément de travail. Donc, mais voilà. Et après, toute seule, c'est pas forcément facile, mais de toute façon, quand t'es à ton compte, tu sais que de toute manière, à un moment donné, c'est pas quand tu quittes le salon, c'est fini. Tu sais très bien que tu vas rentrer chez toi, tu vas ramener du taf avec toi, c'est obligé. Gestion d'entreprise, finalement. Exactement, que ce soit administratif, que ce soit réseau social, que ce soit pour plein de choses. Mais pour les fournisseurs, voilà. Mais après, effectivement, là où je suis contente, c'est que par exemple, je travaille toute seule et c'est un choix et je veux vraiment rester le plus longtemps possible toute seule. Parce que voilà, moi je me suis donné une rigueur et je sais ce que je veux faire et voilà. Après, j'ai travaillé 20 ans en équipe, donc à un moment donné, je pense que j'ai besoin de me retrouver seule aussi, ça me va bien. Donc forcément, il y a de l'attente. Et comme tu fais du sur-mesure, forcément, tes prestations, et que tu veux faire vivre une expérience à quelqu'un, enfin à tes clients, l'idée, c'est pas que tu fasses 10 minutes de coupe-homme et c'est réglé, quoi. Donc oui, effectivement, il y a de l'attente, pour le coup, mais généralement, par jour, combien de clients je fais? C'est ça, à peu près, en moyenne, je dirais 6 personnes. 6 personnes dans la journée? Ça dépend. Après, si tu fais que des coupes, t'en fais plus. Si tu fais balayage, couleur, plus des techniques comme ça, tu en fais à peu près entre 4 et 6 max, donc il y a une vraie volonté de faire un service qualitatif, de prendre son temps avec les personnes, jamais cumuler de personnes non plus, parce que c'est pareil. Des fois, tu vas dans des salons, il y a des personnes qui attendent pendant 30 minutes parce qu'en fait, tu veux un décalage. Alors, ça m'arrive du coup d'être en retard. On va pas se mentir. Ça m'arrive. Ouais, je parle pas de temps de retard, je parle de justement mixer un peu
tu vois, mixer un peu les rendez-vous, d'avoir quelqu'un qui arrive et puis en fait on va lui faire son shampoing rapidement, puis le faire attendre. Et non, parce que là en fait il y a toute la phase de diagnostic, c'est-à-dire qu'avant que tu ailles au bac, mais même les hommes, c'est ok, on se pose, est-ce que tu as envie de changement, est-ce que... Ouais, tu m'as parlé de diagnostic la dernière fois, le mot me fait rire, il y a un vrai côté... Mais tout le monde dit on fait un diagnostic, mais c'est-à-dire j'amène pas ma voiture en réparation. Non, mais bon quand même. Par exemple pour les balayages, c'est obligatoire. C'est obligatoire parce que j'ai besoin de voir la cliente, son cheveu, savoir vraiment ce qu'elle veut. Est-ce que elle, dans sa tête, le balayage, c'est mon balayage à moi? Est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce que finalement, c'est pas une couleur? Enfin, on a besoin de savoir en amont. Ok, donc avoir l'avis de la personne et ouais. tout ça. De son passé technique aussi. Parce qu'on peut pas passer du rouge au vert, au gris, au orange, quoi. Enfin, il y a vraiment un protocole à respecter. Par exemple, le vrai souci aujourd'hui, c'est le naturel et le pas naturel. Coloration végétale, pas végétale. Bon, bah, tu décolores sur une couleur végétale, les cheveux sont verts. Par expérience, ça m'est arrivé. Il faut pas. Voilà, donc tu fais diagnostic, mèche test, tout ça. Ok, trop bien. Donc ça prend du temps tout ça. Oui. Ça justifie le temps, l'attente potentielle. Ouais, l'attente et puis de faire un service qualitatif qui va durer dans le temps. Une repousse de couleur, bah forcément t'as des cheveux blancs, t'es un petit peu obligé de la refaire. Un balayage, si tu peux le faire une fois dans l'année, alors oui, effectivement, ça va être un budget. Tu vas rester peut-être 4-5 heures en salon. Par contre, l'idée, c'est que tu le fasses qu'une fois dans l'année pour pas sensibiliser ton cheveu, pour avoir un résultat ultra naturel. Et ça, vraiment, c'est le point d'honneur que je mets ce sont mes prestations. Ça, c'est vraiment ce qui me ressent. C'est la fameuse excellence que tu vises depuis toutes tes formations. Tout à fait. Trop bien. Donc, en termes de charge de travail, on est quand même sur des plages horaires qui sont assez fortes, quoi. Oui. Il y a du taf. Comme n'importe quel entrepreneur, il y a beaucoup de travail de par la pratique de ton métier. Tout à fait. Mais de tout ce qui est autour aussi, entretenir le salon, comme tu disais, gérer les fournisseurs. Ouais, et puis toujours avoir le sourire aussi. Ouais, le sourire, c'est pas évident. Parce que tu reçois... Enfin, ça va, mais je veux dire, à un moment donné... Je t'ai jamais vu de mauvaise humeur. Ouais, bon, ça va alors. Non, l'idée, c'est de toujours recevoir ton premier client comme le dernier, et ça, c'est fatigant. Par contre, je rentre chez moi, je tire un peu la gueule, on va pas se mentir. Le chéri, des fois, il me dit « Ok, bah, c'est moi qui prends les... » Voilà, bon, bah, c'est pas faire la tête pour faire la tête, c'est juste que tu te relâches un peu et tu peux pas toujours... Ok. Je vais revenir sur la marque de produits que tu vends ici. Ouais. On voit souvent des salons qui font ça, qui proposent des marques de soins, coiffage, etc. C'est nécessaire pour avoir un salon de coiffure qui fonctionne, d'avoir ce genre de marque? Bah, l'idée, c'est que tu pousses ton travail jusqu'au bout. C'est-à-dire que tu fais un joli travail de balayage. Encore, on va revenir sur le balayage. L'idée, c'est que tu fais 50% au salon, 50% à la maison. Donc, c'est pour que tu puisses l'entretenir, que tu aies vraiment des produits qualitatifs, que tu utilises le moins... Enfin, comment te dire? Tu l'utilises à chaque fois, mais t'en mets moins. Tu fais un peu plus attention à la composition. Alors, c'est pareil. Là, il y aura un gros débat, mais on va pas débattre là-dessus, sur naturel, pas naturel. Voilà. Il y a besoin... Le cheveu a des besoins autres, des fois, que le côté naturel. Et là, on est là pour conseiller la cliente. Ok. Donc une cliente qui va se faire son balayage, pour que son balayage il reste bien blond, elle va prendre la gamme pour les blondes. La cliente qui veut garder son cheveu coloré pour cheveux colorés. Le client qui a des problèmes de cuir chevelu, on va lui proposer quelque chose pour son cuir chevelu. Donc l'idée, c'est d'avoir des partenaires exclusifs en salon, ça c'est l'idéal. Enfin moi c'est pour ça que j'ai pris Kevin Murphy. Et je travaille aussi avec L'Oréal. Mais l'idée, c'est d'avoir des services exclusifs en salon, qualitatifs et voilà. C'est le but et c'est l'argument de la majorité des salons qui font ça, tu penses? Oui, tout à fait. Mais t'as pas de financement, c'est pas un partenariat, c'est pas ce genre de choses que vous faites avec eux? J'ai choisi mes fournisseurs et après, tu peux pas non plus travailler avec 10 000 fournisseurs. Non, c'est sûr. Voilà. Mais après, moi, je suis un bébé L'Oréal, donc j'ai toujours travaillé avec L'Oréal, donc c'est vrai que je suis très satisfaite, donc je reste avec eux. Et en tout cas pour la technique, mais pour la revente... et pour le bac, je suis en... Bac, c'est tout ce que je fais du coup en shampoing, etc. Voilà. Donc demander. technique, ça va être le balayage, la couleur, ça va être L'Oréal, et après c'est Kevin Murphy. Et donc satisfaite, vraiment. Et puis même formation, parce que ce qui est important aussi d'avoir des fournisseurs comme L'Oréal, c'est d'être encore formé. Et là, tu as la chance de rencontrer encore d'autres professionnels, de faire des masterclass de gens qui sont vraiment... hyper calés en coiffure et qui te transmettent leur savoir-faire. Et ça, c'est juste trop bien. C'est quoi quelqu'un de hyper calé en coiffure? C'est des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui vont te transmettre leur savoir-faire en toute simplicité et c'est trop bien. Et tu peux acquérir un savoir-faire, l'expérience t'apporte forcément un savoir-faire énorme. Il n'y a pas un moment où ça plafonne, c'est ça la question. Ouais, non, t'apprends toujours. En fait, la coiffure, en plus, elle évolue tellement ces dernières années, elle a tellement évolué que de toute manière, que ce soit en coupe,
ou en technique, tu évolueras toujours. Et même les produits qui évoluent, bah, tu es obligé toujours de constamment te former. Donc, même quand tu vas repartir à faire par exemple du balayage, bah, il va y avoir aussi des tendances. Donc la cliente, t'avais la tendance du tie and dye. Aujourd'hui, tu parles de tie and dye, on te dit ah non mais je veux pas de tie and dye, hein. Je veux pas le côté barre, hein, tu vois. Donc alors que fut un temps, on faisait que ça. Bon voilà, maintenant c'est le balayage fondu. Peut-être qu'on reviendra aux grosses mèches qu'on faisait en 2000. Enfin voilà. Donc l'idée c'est de suivre la tendance aussi qui nous influe beaucoup. Ok. Il y a une question que j'aime bien poser, puis après on va en finir un petit peu avec le métier que tu fais au quotidien. C'est, même si on est revenu un peu dessus en parlant de ta charge de travail, c'est quoi une journée type dans la tête de Stéphanie, dans la peau de Stéphanie Tu te lèves le matin, tu viens au taf, ça se passe comment ? Je me lève le matin, je prends mon téléphone et je regarde les réseaux. Je regarde mon Insta. Non, j'ai quand même une petite fille à m'occuper, mais je veux dire, je commence... tu te lèves, t'as l'entreprise dans la tête. T'es branché directement à la partie, quoi. En fait, sans le vouloir, les premières choses que tu fais quand tu regardes ton téléphone, tu regardes ton Insta, et si t'as pas de message du client ou quoi, machin, tu regardes ta journée de travail. Est-ce que t'as des annulations, des désistements, des gens qui ont pris rendez-vous entre-temps. Donc ça. Ensuite, tu viens, tu fais la mise en place. Donc tu prépares le salon, tu mets la musique, les serviettes et tout ça. Tu coiffes ton premier client. Et puis tu fais donc toute ta journée. Ça enchaîne. Et puis le soir, bah, tu refais la mise en place, tu renettoies tout, nanana, pour le lendemain. Et tu rentres chez toi, bah, des fois ça dépend, tu ramènes la compta, Ouais, ça c'est les choses inhérentes à l'entreprise, quoi. Toute la journée, t'as fait un peu du contenu, t'as fait des vidéos, des photos, bah, tu postes le soir. Tu profites de ton temps un peu libre pour faire du contenu sur Insta, TikTok. Quand je suis dans mon canapé le soir, oui, TikTok un peu, mais je suis pas très calée. Plutôt en génération Insta. Ah ouais, Insta à fond. TikTok, j'ai encore du mal. Je le fais un peu, mais voilà. Mais du coup, c'est le soir, et là, faut trouver le juste milieu, parce que bah, forcément, je suis dans le canapé avec mon mari, qui me dit tu lâches ton téléphone, s'il te plaît ? Oui, bien sûr, 2 minutes. Voilà, cette phrase revient tout le temps. C'est pour le boulot. Ouais. Le fameux. Ok. Bon, on a fait un joli tour sur ta partie métier. Ouais. Chouette métier. Question que j'aime bien poser aussi, particulièrement dans ce podcast, c'est un peu le noyau de ce podcast. C'est comme ça que je l'ai créé. Et c'est la question un peu centrale que j'aime bien amener. C'est quoi ta plus grosse galère ? Celle qui te vient en tête, la plus grosse galère de ta carrière. En plus, toi, tu as une chouette carrière, tu as beaucoup d'expérience professionnelle depuis ton jeune âge de 15-16 ans. C'est gentil. Donc tu as dû rencontrer des galères. C'est quoi la plus grosse que tu as rencontrée qui te vient en tête là ? Bah écoute, j'ai pas de grosses galères qui viennent là tout de suite, tu vois. T'as jamais eu un gros blocage, un gros down de ah ouais, là c'est chaud ? Bah écoute, j'ai pas de gros... non, je réfléchis, mais... À la création de ton entreprise peut-être ? Le gros down, bah après c'est la confiance en soi, tu vois, c'est ça qui est plus compliqué. On va dire que oui, je pensais pas en être là aujourd'hui, clairement. Il y a un moment où ça a été challengé vraiment, ça ? Ah ouais, vraiment, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? Et en fait, j'avais l'impression d'être un peu... Le plus dur, je pense, ça a été le tournant de passer de salarié à son compte. Okay. Parce que jamais de ma vie, je voulais me mettre à mon compte, et finalement, je me suis retrouvée les pieds face au mur. Donc oui, je pense que le plus gros, c'était de croire en soi et d'amener les gens à ce projet-là. Ok, donc ouais, réussir à se convertir soi-même de... Ok, oui. J'ai pensé ça pendant un temps, mais finalement je me suis trompé, maintenant on va là. Voilà, c'est ça. En fait, j'y vais. Bon, j'avais dit jamais, faut jamais dire jamais. Okay. Je pense que ça a été le plus gros tournant dans ma vie, et du coup le plus challengeant. Après, c'était pas une grosse galère, parce que finalement, quand j'y repense, ça va. Mais quand j'étais dedans, je savais pas où j'allais, hein. Clairement, c'était le flou total. Donc oui, c'était pas la période la plus facile, on va dire. C'était la période quand même la plus stressante. Ok. Et les petites galères au quotidien que t'as à gérer, c'est quoi les plus grosses galères que t'as à gérer au quotidien ? Les annulations, j'imagine ? Les personnes qui se présentent pas ? Ça va, j'ai de la chance là-dessus, c'est assez carré, donc les gens se présentent. Enfin, je pense que le concept est assez carré. Quand les gens m'appellent, je leur explique bien, donc je pense que ça va. Le plus dur à gérer, c'est ce tournant qu'il y a dans la coiffure, de dire mais attendez, mais moi mon coiffeur il me faisait ça en 2 heures, pourquoi vous mettez 4 heures ? Pourquoi mon coiffeur il me le facture 100 € et vous êtes le double ? C'est plus ce tournant là d'amener les gens à consommer différemment et en fait constamment expliquer et se remettre en question et leur dire non mais attendez, comprendre le concept, voilà, de comprendre que on coiffe plus comme
on est en train de changer un peu notre manière de fonctionner les coiffeurs, quoi, je pense. Ok. Du coup, deuxième question de cette partie qui est pareil un peu dans le cœur de mon podcast. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir réussi aujourd'hui ? Franchement, c'est difficile de... J'ai eu des oui et j'ai eu des non, il n'y a pas de bonne réponse à ça. J'ai eu des non de la part de personnes qui, je pensais, allaient me dire oui, et inversement. Les 2 dernières personnes que j'ai interviewées, Pierre et Mahona, ils m'ont tous les 2 dit oui. Et j'étais, ah ouais, d'accord, super. Et moi, ça me fait prendre une grosse crise d'humilité là-dessus, parce que je me dis, ah ouais, en fait, il faut savoir se satisfaire de ça, mais en même temps, j'y arrive pas, quoi. Donc... Non, c'est compliqué. Franchement, aujourd'hui, là, ça fait 1 an que le salon a ouvert, et je suis très, très contente. Enfin, même là, voilà, ça va faire 1 an avec le bilan et tout, et honnêtement, je pense que je suis sur la bonne voie pour réussir. T'es sur la bonne voie, mais t'as pas réussi. Dans 3 ans, tu vois, quand ça tournera... Enfin, là, ça va, hein, j'ai quand même de l'attente et tout ça, mais je veux dire... j'ai toujours peur de dire j'ai réussi et que ça me porte le... Tu vois, en fait, je sens que je suis sur la bonne voie, mais... Voilà. Je suis plutôt satisfaite et je suis plutôt contente de la tournure que ça prend, mais c'est difficile de se dire oui, j'ai réussi. Ah bah la frustration que tu as pu ressentir avant, là on est dans la satisfaction, dans l'épanouissement de ce que tu fais. Ouais, j'ai envie de le savourer en fait, de me dire écoute là t'es dans la bonne direction, c'est bien, c'est cool, continue comme ça. Ok, un peu d'arrivée, je te disais, j'ai interviewé Mahona il y a pas très longtemps, elle avait sa to-do list. Ouais. Elle voulait faire ses études, elle voulait arriver à la fin de ses études, et une fois qu'elle était arrivée à la fin de ses études, elle avait son métier. Mais finalement elle s'est dit, là c'est bon, là je suis heureuse, j'ai réussi quoi. Et c'est trop beau à entendre. Mais du coup, toi, t'es encore dans la... Ouais. J'attends d'avoir ces 3-4 ans de... J'ai validé, mon salon fonctionne, et je sais que ça va durer. Ouais, c'est bon, je marque ce point maintenant, j'ai réussi. Pour l'instant, t'y es pas encore. Ouais, parce que je pense que mon plus gros... ce que vraiment j'ai envie de faire, c'est de transmettre mon métier. Donc, idéalement, si un jour je finis dans la formation ou dans la transmission, enfin... Du coup, formation de transmission, pour moi, c'est la même chose. Inévitable. Et ben là... Et que en plus ça donne envie, si j'arrive à choper des jeunes qui savent plus trop où ils en sont, et leur dire non mais t'inquiète c'est énorme, vas-y en fait, bah là franchement je pense que je serais contente de pouvoir leur transmettre ça, et là je pourrais peut-être me dire que j'ai réussi. Ouais. Bah, j'espère qu'ils pourront s'aider avec le podcast déjà en préambule. Ouais, carrément. Putain, si ça peut les inspirer, ce serait cool. Trop bien. Bon, on arrive à pareil, fin de cette pastille là qui est hyper intéressante. Mais je suis assez pareil, à nouveau surpris et content en même temps que t'aies pas rencontré tant de galères que ça, et que tout soit smooth et que tu sois pas non plus à 100% satisfaite et que t'aies le sentiment d'avoir réussi aujourd'hui. Ça donne... Il y a encore du taf. Ouais, de toute façon toujours. On peut toujours faire mieux. Du coup, on va tranquillement finir le podcast. C'est un grand mot parce que cette partie, comme je disais il y a 1 mois, elle peut aller de 5 minutes à 5 heures, je pense, en fonction de ce que je veux donner, mais j'ai quelques questions légères à te poser, histoire de finir tranquillement. On va être d'abord dans des questions plus relatées à ton métier, puis on va aller de moins en moins dans le lien avec ton métier. Ok. Première question, on parlait de Covid maintenant, et de tout à l'heure, et de la difficulté que ça a été pendant le Covid. T'as vraiment ressenti... comment dire ? C'est quoi la postérité ? Qu'est-ce que t'en as appris de cette période-là du Covid ? Après, il y a eu l'échec et le petit échec de votre entreprise avec ta collègue de l'époque dont tu m'as parlé tout à l'heure. Ouais. C'est quoi les leçons que tu tires du Covid globalement ? Concrètement, de se tourner vers l'humain, vraiment. Uniquement l'humain, et après on voit la technique pour l'affiner ? Ou ça veut dire comment ça tourner vers l'humain ? C'est-à-dire que en fait... Le Covid, ça nous a quand même vachement... On était tous chez nous, tous... tu vois, on a besoin d'avoir ce côté social. Et aussi, pourquoi j'ai créé ce concept-là, c'est aussi pour ça. De me dire que demain, s'il y a un autre Covid, je tire les rideaux, mais je travaille encore. Hein. En fait, on a besoin de rencontrer du monde, on a besoin de... Et en fait, c'est se tourner vers l'humain, ce côté, en fait, on est des machines et on doit tout le temps travailler. Et en fait, il n'y a plus de place pour l'humain. Et ça, je trouve ça dommage. Donc vraiment, c'est plus ce côté humain, cohésion, qui m'a donné envie de faire ça aujourd'hui. Ok, trop bien. Et comment t'as ressenti ? Tu l'as vécu comment, l'annonce de... Alors ça c'est essentiel, la coiffure c'est pas essentiel. Alors moi j'étais enceinte, ça faisait 3 mois que j'étais enceinte, et à vrai dire, pour la première fois de ma vie, j'avais une parenthèse, c'est-à-dire que je pouvais mettre... Je m'en foutais. J'avais tellement... En fait, la vie m'a offert le droit de me poser dans ma vie et de dire, tu sais quoi, t'es enceinte, profite. Et moi, je pensais que j'allais vivre une grossesse en mode à 10 000 à l'heure. En fait, non. Parenthèse où j'ai mis complètement mon métier de côté. Et je me suis dit, écoute, là, c'est ton moment. Donc, c'est super bien tombé. Trop bien. Ouais. Bon, tant mieux. Hein. Ouais, c'est clair. Tant mieux.
Ok, deuxième question. Du coup, tu m'as parlé de mentoring parfois, c'est le moment où on va en parler. C'est quoi ton échéance, c'est quoi ta volonté avec le mentoring? Parce qu'effectivement, tu as eu un mentor, dont tu m'as parlé, que tu continues à voir, avec qui tu continues d'échanger, dont tu continues d'apprendre. Ouais. C'est quoi ta volonté de mentorer là? Est-ce que dès aujourd'hui, tu as envie de transmettre? Ah oui. Est-ce qu'à terme, tu as envie de toute façon de former des personnes? Ah oui, complètement. Moi, j'aime vraiment... l'idée, ce serait vraiment de transmettre, de dire on a un super métier et de donner envie à nos jeunes. Aujourd'hui, on galère à trouver des employés, à motiver nos jeunes et en fait leur dire que ouais, c'est trop bien. C'est vraiment... c'est un beau métier, quoi. Tu penses que ton métier n'est pas assez connu aujourd'hui? Compris, du moins? Je pense qu'il n'est pas assez mis en valeur. Sous-estimé? Ouais. On veut juste... je veux une coupe vite fait. Ou je veux juste... c'est juste des mèches, quoi. Oui, d'accord. Non, c'est autre chose. Tu trouves pas que c'est générationnel, ça? J'ai vraiment cette impression que c'est générationnel. Après, c'est peut-être mon entourage qui me biaise un peu. Mais j'ai vraiment l'impression que ma génération, et même a fortiori celle de mon petit frère qui est Gen Z, ouais. C'est vraiment, ils ont une relation avec leur apparence et leur corps qui est beaucoup plus forte. Et un lien qui est de plus en plus fort au fur et à mesure des générations par rapport à mon père qui, lui, va se coiffer. Lui, faire une coupe à 10 balles, ça lui va très bien, tu vois. Ah ouais, et, ok. Il aime bien le côté un peu humain de la coiffeuse qu'il connaît depuis très longtemps aussi, que je salue d'ailleurs parce que je sais qu'elle écoute des podcasts. J'ai l'impression que c'est vraiment de plus en plus générationnel le fait d'avoir un lien avec son apparence que tu vas pousser de plus en plus pour du coup avoir cette apparence qui est mise en avant auprès de la coiffure, etc. Donc j'ai l'impression que ton métier est de plus en plus poussé, mis en avant de l'aspect humain, quoi. Oui, franchement, après maintenant on a de la chance d'avoir les réseaux qui mettent en avant nos métiers et tout ça, donc oui, effectivement j'étais un peu perturbée, excuse-moi. Ouais, t'inquiète. Donc j'en ai perdu le fil un peu, je te le dis. En gros, si tu veux, je te repose la question. Ouais, je veux bien. Je suis même pas sûr de te couper parce qu'en fait on est dans ton salon, donc c'est important de noter qu'il y a des clients qui viennent et qui veulent rentrer mais qui ne peuvent pas rentrer. Ouais, c'est ça. Donc non, mais je te repose la question, mais en gros, je te disais par rapport à la génération, le fait de considérer la coiffure, et que tu me disais qu'au niveau de la sous-estimation du métier de coiffeur, finalement peut-être qu'avec les générations ça allait évoluer parce que plus on descend dans les générations, je te disais mon petit frère Gen Z, mon père plutôt plus vieux d'ailleurs, la cinquantaine, et moi, on a trois consommations différentes de la coiffure. Et j'ai l'impression que plus tu descends, plus tu vas vers la jeunesse, plus tu as une approche qui va être, propre à ton apparence. Moi, je fais attention à quoi je ressemble, comment mes cheveux sont coupés. Mon frère va le faire encore plus. La génération de mon frère, je veux dire encore plus. Mon père, sa génération, s'en fiche un peu plus. Donc en fait, il y a cette estimation du métier qui va changer au fur et à mesure des générations. Si tu veux. Mais oui, de toute façon, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas du tout la même manière de consommer quand on a 20 ans. Parce qu'en fait, pour eux, ça devient... les réseaux, aujourd'hui, on voit tellement de choses, on voit beaucoup de salons de coiffure. Aujourd'hui, on met en avant nos salons en faisant des vidéos drôles, quoi. Des trucs... improbable dont avant on disait oh là là j'ai tel client qui est venu de ça, maintenant on le met en scène et c'est juste génial. Donc je pense qu'on en est un peu plus conscient et effectivement ils consomment comme ça, mais il y a effectivement une différence entre nos parents et nos... Par exemple ma fille, je sais pas du tout comment elle verra le truc, mais effectivement après oui, c'est mis en valeur, on se rend bien compte que c'est un vrai métier et que c'est ok, quoi. Est-ce que tu as une impression que ça se ressent au niveau des coupes que tu fais aussi? Moi, j'imagine qu'une grand-mère de 75 ans, 80 ans, elle va pas faire la même coupe que ma copine qui est venue te voir il y a 15 ans. Mais est-ce que tu ressens vraiment cette volonté de difficulté de technique? Tu me parles de technique de balayage, de choses que tu aimerais bien pousser à l'excellence. Est-ce que tu ressens ça en fonction des générations aussi? Pas trop. Si, t'auras la génération qui te dit je veux qu'on me crêpe les cheveux, je veux que... Aujourd'hui on crêpe des cheveux pour faire des balayages, tu vois. Ça les dépasse complètement, elles disent mais vous allez me crêper les cheveux là? Oui. Enfin bon, c'est vrai qu'aujourd'hui tout est un peu revisité, donc il faut savoir faire du classique, mais c'est pas péjoratif, le classique c'est ok parce qu'on va y revenir, il y aura des choses... Bien sûr. On fait partie aussi de la mode. La mode c'est un éternel recommencement. Donc, et c'est ça qui est cool, c'est cette variation de se dire, tu vois, avant, moi quand j'ai commencé mon CAP c'était coiffeur femme, coiffeur homme. Puis c'est revenu au mixte. Donc tous les barbiers ont fermé. Aujourd'hui, donc ça fait 20 ans que je suis coiffeuse, on recommence à avoir
coiffure femme et coiffure homme. Alors souvent on est mixte, mais tu vois que tout le monde se spécialise. Donc en fait c'est un éternel recommencement finalement. Faut juste rester tout le temps à la page et pas oublier et avoir, continuer à tout apprendre d'avant et de maintenant et d'en mixer toujours, de rester toujours à la page. Rester comme tu dis, à la page. À la page voilà, exactement. Suivre les tendances, quoi. C'est dur de suivre la mode au quotidien. Complètement, c'est hyper dur. Mais du coup, ça arrive sur un sujet assez intéressant. C'est une question que j'aime bien poser aussi, c'est le sujet de l'innovation. À la base, je posais la question par rapport à l'IA uniquement parce que je trouve que c'est en train de révolutionner un peu tous les métiers. Oui. Mais en règle générale, l'innovation, comment tu la vis, toi? Tu me parlais rapidement tout à l'heure des personnes qui arrivent avec des images générées par IA en mode je veux cette coupe de cheveux. Alors ça c'est compliqué du coup. Tu l'as de plus en plus? Déjà, les photos avant étant retouchées, c'était déjà un peu le bazar entre guillemets. C'était compliqué de dire à la cliente, là elle a été retouchée, ah bon mais je vois pas. Maintenant l'IA, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'existent pas et on me dit je veux ça. J'ai aucun visuel coiffure dans mon salon. Et il y a une collection qui est sortie fut un temps et c'était généré par l'intelligence artificielle. Ce qui m'a posé un gros problème. Donc je n'ai absolument pas voulu prendre cette collection-là, juste parce que moi, en termes d'éthique, ça ne me convient pas. Même si aujourd'hui tout le monde en parle, je vais pas dire madame la cliente, vous allez avoir ça. Non, c'est pas vrai, tu n'auras pas ça parce qu'elle n'existe pas dans tous les cas. Donc oui, c'est hyper compliqué. Aujourd'hui, on est obligé de dire à nos clientes, voyez, sur la photo, c'est la photo. De toujours donc oui, ça c'est un peu il y a une vraie différence entre l'image générée par l'IA et ce que toi tu peux réellement faire. Oui, parce que par exemple dans nos feeds Instagram, je pense que tout le monde est confronté à ça. Moi par exemple, j'essaie de je ne retouche absolument pas du tout mes photos. Même si c'est imparfait, je m'en fiche. Je préfère que mon Instagram, l'authenticité. Voilà, c'est mon authenticité, c'est pas parfait mais c'est OK, c'est ce qui fait aussi ce que je suis aujourd'hui. Et de faire une cliente ou changer son grain de peau, déjà la cliente elle le voit, elle va se dire ah bah merci super, j'avais une sale tête aujourd'hui, donc ça peut déjà vexer la cliente. Après on peut le faire subtilement et je ne critique absolument pas ceux qui le font, mais ce côté authentique, pas totalement parfait, ce qui est encore contradictoire avec ce que je m'impose. Accepter la perfection par rapport à toi qui vis d'excellence, quoi. Voilà, mais c'est surtout décomplexer les gens parce que finalement un jour j'ai une cliente qui m'a dit en salon, on était toujours bien pimpé, toujours bien coiffée, bien là. Et j'ai une cliente qui me dit chaque fois je viens vous voir pour me faire coiffer, vous êtes toutes belles, moi ça me complexe. Et je me dis mais c'est fou quand même, on complexe nos clientes, on les rend belles mais on les complexe, elles viennent, elles sont toutes gênées. Non. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je suis pas tout le temps apprêtée, un minimum, mais c'est pour que les gens soient pas complexé de tout ça. Il faut ressembler à quelque chose, mais pas non plus être... On n'est pas obligé de se dire toujours talon aiguille, machin, et c'est parti, et voilà. Donc en fait, l'intelligence artificielle, c'est bien, oui, mais pas pour tout. Ouais, en tout cas, dans nos métiers, il faut faire hyper attention parce que ça peut vite être compliqué, quoi. Ok. Il y a Planity qui est arrivé il n'y a pas très longtemps aussi pour la réservation en ligne. Ça se voit de plus en plus. Il y a de plus en plus de salons. La majorité aujourd'hui le font. C'est une sacrée innovation, ça t'a changé la vie un peu. Ça faisait partie de mon concept, c'est-à-dire que la chose qui m'embêtait le plus en tant que coiffeuse, c'était d'être toujours dans le rendement et la charge mentale du téléphone qui fait que sonner, où à un moment donné, devant tes clients, tu arrives plus à faire comme si c'était normal et tu fais tu te m'as soufflé dans le salon parce que t'en as ras-le-bol qui sonne. Alors c'est horrible parce que c'est ton unique prise de rendez-vous et tu râles parce qu'en fait tu vas voir du monde. Enfin, c'est quand même horrible, quoi. Et donc quand est sorti Planity, moi je suis pas trop pour... j'étais très papier, j'ai encore un carnet où je marque toutes mes idées. Enfin bon, je suis un peu vieille école, mais voilà, c'est comme ça. Et donc le fait de passer à ce côté Planity, informatisé et tout, je me suis dit waouh, mais ça va être... Et en fait non, mon téléphone ne sonne pratiquement pas. Donc au début, pendant le premier mois, j'étais hyper stressée. Je dis putain, le téléphone il sonne pas. Mais les rendez-vous se prenaient quand même. Donc au final, Planity, c'est génial parce que ton téléphone sonne plus, les gens gèrent leur rendez-vous en ligne. Et en fait, c'est juste parfait parce que c'est du travail en moins. Donc trop bien. Faut juste mettre le cadre, par exemple, pour les balayages et tout ça. La cliente, elle peut pas toujours choisir et c'est là où il faut bien écrire, bien... Il y a toute une description, une configuration à faire de ta page. Exactement. Mais c'est ok, en fait, c'est un petit peu de boulot, mais une fois que tu l'as fait, t'es tranquille. Donc Planity, c'est la vie. Donc, pour récompenser ça, il faut mettre 5 étoiles à l'appart que tu vas faire sur Planity, c'est ça. Trop bien. On arrive un peu à la fin du podcast. J'ai 2 petites questions qui restent. Tu te vois où dans 5 ans ? Waouh, je me vois... Parce que tu m'as dit 3 ans tout à l'heure comme échéance. Ouais. Moi, je veux être après ça. Tu te vois où dans 5 ans ? J'espère que mon entreprise aura bien pris de l'ampleur.
J'ai pas envie d'en ouvrir forcément un deuxième, mais si je peux... idéalement, j'aimerais avoir mon salon à moi, c'est-à-dire investir, avoir mes murs, quoi, à moi. Là, t'es en location ici? Ouais, je suis en location. Donc idéalement, si je pouvais l'avoir et avoir une maison, cette fois-ci, un peu plus grande. J'imagine bien intégrer mon mari dans la société. Il sait pas du tout, hein. Il est pas encore au courant. Faudra lui dire, mais il écoutera le podcast. Mais concrètement, si je peux l'intégrer, ce serait génial. Si, pourquoi pas, on se développe avec les marques, pourquoi pas faire envoyer des colis et tout ça pour les gens qui veulent consommer. Voilà, pourquoi pas avoir mes propres produits, pas forcément capillaires, mais des choses signées l'aparté, voilà. Des petits dérivés de la coiffure. Employé, pas employé? Compliqué. Louer mon fauteuil, ouais. Employé, c'est... je sais pas. Ah, donc louer ton fauteuil, ça voudrait dire qu'il y a des personnes en qui t'as confiance, que t'invites pour venir bosser avec toi. Exactement. Ça, ce serait l'option qui me plairait le plus. C'est la vie de bosser entre potes. Je te jure, c'est trop bien. Pour bosser entre potes, c'est trop bien. Mais ouais, non, franchement, et puis avoir ce côté, encore toujours dans l'évolution de pas être comme tout le monde, ou en tout cas se démarquer. Et puis en plus, je trouve que quand t'es salarié, ou quand t'as un CDI ou un CDD, tu es obligé de... Tu sais, t'as un temps défini. Alors que là, tu loues ton fauteuil, 3 mois ça le fait, au bout de 3 mois ça le fait plus, bah salut. Mais c'est pas grave, en fait, c'est la vie, c'est ok, on est peut-être que de passage, et ça, c'est ce que j'aime de ce côté-là. Et après, bah écoute, si je peux intégrer un peu, je sais pas, faire mes balayages signatures, je sais pas, les transmettre, ce serait ok. Trop bien. Ouais. Ouais, ça serait très cool. Ouais, j'aimerais bien. Que tu sois justement dans les salons où des personnes affichent des coupes ou des choses comme ça, que t'aies ton propre... Ouais, ou même, tu vois, fermer un jour dans la semaine ou un jour dans le mois parce que je transmets mon savoir-faire à des coiffeurs qui veulent se... Ouais, je sais pas. Alors, tu connais les écoles aujourd'hui sur Bordeaux? Les écoles, je les connais plus trop. Je suis un peu larguée parce que je sais que il y en a pas mal qui ont fermé, puis je prends pas d'apprentis, enfin je prends plus d'apprentis, donc je m'attache trop. Ah ouais. donc voilà. Et non, mais voilà, les formations, c'est bien. De toute façon, maintenant c'est comme ça. Maintenant on se forme soit dans un groupe comme moi par exemple c'est L'Oréal ou Kevin Murphy. Mais maintenant, tu vas en interne dans des salons pour te faire, pour continuer à te former. Tu vois, Carly, c'est ce qu'il fait. Donc pourquoi pas transmettre. Et ça, je trouve ça bien parce que moi, j'apprends encore énormément de choses. Donc si tu peux transmettre aussi ton balayage signature pour que les autres puissent avoir une entreprise qui fonctionne ou se remettre en question, c'est ok. Ça me plairait trop. Ouais. Trop bien. Du coup, dernière question. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que du bonheur. Ça, évidemment. À tous mes interviewés, je leur souhaite que du bonheur. Ah, c'est gentil. Non, écoute, pour la suite, de continuer comme ça, en fait. D'être sur la même lancée et que ça s'arrête jamais, en fait. C'est bien parti, donc que ça continue aussi longtemps que ça puisse, quoi. Exactement. Super. Est-ce que tu as des choses que tu as envie de partager avant qu'on conclue? Instagram, des contenus, des collègues Je mettrai les liens, comme je t'ai dit, dans la description de l'épisode. Ouais. Après... La chose que on n'a pas forcément parlé, c'est que comme je suis une femme et que je suis une jeune entrepreneuse, j'aime bien mettre en avant justement des jeunes entrepreneuses. Moi aussi par ce podcast, même si je suis pas une femme, j'aime bien mettre en avant des jeunes professionnels au féminin. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'après ça fait très... mais bon, comme c'est un milieu de beauté et tout ça. Donc en fait, ce que je fais, c'est des after-work. Et dans ces after-work, justement, je fais intervenir des professionnels que je connais. C'est pas des gens que je ne connais pas. Souvent, soit je les connais parce que je sais qu'elles travaillent bien ou que voilà. Et je sais à quel point c'est dur aujourd'hui. Il y a tellement de monde sur le marché, c'est compliqué de se faire connaître. Mais en même temps, quand t'as une bonne adresse, t'es content de l'avoir. Donc mes after-work, c'est ça. On se retrouve entre nénettes. Souvent, les femmes, on culpabilise de se retrouver, d'aller boire un verre. Il y en a qui n'ont pas de problème avec ça. Il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est plus ce côté-là, se retrouver entre femmes et traiter des sujets. Donc ça peut être la beauté, mais aussi autre chose. Là, par exemple, je vais en faire un sur la gestion du stress et la charge mentale. Donc il y a une hypnothérapeute qui vient et une sophrologue. Et je trouve juste... Enfin, c'est juste les sujets aujourd'hui qu'il faut aborder, quoi. Donc voilà, donc c'est ce genre de choses que j'aimerais continuer à mettre en avant et que on ait tous notre petite adresse où on et peut n'importe aller, qui peut venir à ces n'importe qui. C'est réservable sur Planity, cliente, pas cliente. Ok. Sur ta page Planity? Ouais, voilà. Et c'est justement ça, souvent c'est très drôle, des femmes ne sont pas clientes et viennent
Et elles découvrent, et c'est comme ça qu'elles arrivent à mettre un pied dans le salon. Elles se disent ok, parce qu'en vrai on dit salon privé, mais c'est juste pour dire que c'est sur rendez-vous, quoi. C'est vraiment c'est le côté intimiste. Mais tu peux pas venir toquer bonjour, je voudrais prendre rendez-vous. Il y en a qui le font, mais j'ai pas vraiment le temps, donc c'est compliqué. Quand on dit faudrait me conseiller, bah là faut prendre rendez-vous, quoi. Ok, trop bien. Merci Stéphanie. Bravo merci pour ce podcast, c'était un super épisode. Super, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si le contenu vous a plu, et j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. C'était Simon Guillochon et vous venez de plonger dans mon podcast, Le métier qui rentre. À très bientôt.